Affaire Lola et l'irresponsabilité pénale. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Lola. Lola est une jeune fille de 12 ans qui a été tuée en rentrant du collège le soir après les cours. C'était le 14 octobre 2022 et cette jeune petite fille s'était faite sauvagement assassiner dans le 19e arrondissement de Paris. Lola a été retrouvée morte dans une malle en plastique, déposée dans la cour d'un immeuble. Son corps avait été mutilé et portait des traces aux épaules, au dos et au cou. Lola est morte asphyxiée. Plusieurs suspects ont été interpellés et parmi eux une femme de 24 ans dénommée Dabia, une personne sans papier arrivée en France d'Algérie il y a 6 ans. Selon la procureure de Paris, Dabia a des, je cite, déclarations fluctuantes oscillant entre reconnaissance et contestation des faits. Elle a été incarcérée dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt, puis placée à l'isolement pour la protéger des autres détenus. Pendant sa garde à vue, Dabia est revenue sur ses aveux et a dit qu'elle avait subi une agression au couteau par un fantôme, raison pour laquelle les magistrats ont ordonné, dans le cadre de l'information judiciaire, 2 expertises psychiatriques et psychologiques pour savoir si elle était atteinte d'une altération ou d'une abolition de son discernement au moment des faits. Dans cette affaire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il est question de l'irresponsabilité pénale de la mise en examen. Cela signifie que si les experts psychiatres déduisent que Dabia n'avait pas toutes ses facultés de discernement au moment du crime, alors aucun procès ne pourrait se tenir. L'opinion publique est très touchée par cette question de l'irresponsabilité pénale. Et c'est pourquoi j'ai décidé de tenter de vous expliquer. Tout d'abord, l'irresponsabilité pénale est régie par l'article 122-1 qui dispose que n'est pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette notion d'irresponsabilité avait aussi suscité des débats il y a quelques années. Souvenez-vous de la dramatique affaire Halimi qui avait été fortement médiatisée. Ça s'était passé en 2017 dans le 11e arrondissement de Paris, dans le quartier Belleville. Sarah Halimi, juive orthodoxe, avait été réveillée de son sommeil par son voisin Kobili Traoré qui avait pénétré par le balcon de la victime pour la tuer sauvagement. Cette femme était médecin et était âgée de 65 ans. Dans cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait décidé que, je cite, « celui qui commet un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante, ayant aboli son discernement au moment des faits, ne saurait être tenu pénalement responsable, combien même ce trouble psychique aurait été causé par une consommation régulière de produits stupéfiants. » Par cette décision, la haute juridiction avait mis un terme au parcours judiciaire de cette affaire. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement mis fin au procès parce qu'elle a considéré que l'assassin n'était pas responsable. Cette décision a été saluée par la doctrine, a été considérée comme étant protectrice des principes fondamentaux du droit pénal français. Car en France, comme l'affirme le psychiatre Paul Bénussan, on ne juge pas les fous. C'est ainsi, c'est l'honneur de la justice comme de la psychiatrie. Mais il faut aussi reconnaître que cette affaire avait suscité une vive émotion dans la société civile. Et encore une fois, le débat sur la question de l'irresponsabilité pénale pour troubles psychiques ou neuropsychiques avait vu le jour. Cette irresponsabilité signifie que les personnes qui ont commis des crimes sous l'emprise de toxiques ne sont pas responsables et par conséquent ne sont pas punissables. Notre code pénal nous enseigne que l'irresponsabilité pénale a une double vision, parce qu'elle distingue entre les causes objectives et les causes subjectives. Concentrons-nous plutôt sur les causes subjectives de l'irresponsabilité pénale. Ce sont la contrainte, l'erreur de droit et le trouble mental ayant aboli le discernement. Il faut ainsi faire attention à la distinction entre abolition et altération du discernement. Mais on y reviendra plus tard. Si une personne invoque son irresponsabilité pénale parce qu'elle a commis le crime sous la contrainte, par erreur de droit ou trouble mental ayant aboli le discernement, alors les magistrats peuvent ne pas reconnaître la culpabilité de celui qui l'invoque. Et la démontre, bien évidemment. Dans cette vidéo, nous allons plutôt nous intéresser sur la notion d'irresponsabilité pénale du fait de l'abolition et l'altération du discernement pour cause de troubles mentaux. Nous l'avons déjà dit, cette forme d'irresponsabilité pénale est définie par l'article 122-1 du Code pénal, dans lequel il ressort clairement que le droit français ne permet pas
de juger les fous. Il faut comprendre que cette acception de l'irresponsabilité pénale repose sur le principe fondamental de l'égalité des délits et des peines que nous avons hérité du droit romain. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe de l'égalité des délits et des peines? Eh bien, ce principe nous enseigne que pour qu'une personne soit condamnée, il faut d'abord qu'une loi incrimine le fait reproché. C'est-à-dire qu'il faut être en présence d'une loi interdisant de commettre certains actes. Par exemple, il est interdit de voler. Il faut par ailleurs une sanction qui soit prévue pour avoir commis cet acte. Par exemple, il est interdit de voler et si une personne vole, elle sera sanctionnée par une peine d'emprisonnement. Autrement dit, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Nul crime sans loi et nulle peine sans loi. Une interdiction pénale ne peut se faire seulement si c'est prévu par la loi. Pareillement, une sanction pénale ne peut être donnée seulement si c'est écrit dans un texte de loi. Voilà ce qu'est le principe fondamental de l'égalité des délits et des peines. Comment est-ce que les juges peuvent condamner une personne? Est-ce que le seul fait d'avoir commis un acte contraire à la loi est suffisant? Ou bien il faut aussi autre chose en plus? Certains théoriciens du droit pénal diront qu'il suffit d'avoir enfreint la loi par la commission d'un acte. D'autres rechercheront des informations complémentaires. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que dit le Code pénal français. Selon le droit pénal français, pour pouvoir condamner une personne, il faut chercher à savoir si celle-ci est bien responsable ou non de ce qu'elle a commis. Mais comment savoir si la personne est responsable? Est-ce qu'on est responsable du seul fait d'avoir tué pour être sanctionné de meurtre? Dans cette hypothèse, il faut mettre en prison tous les médecins qui ne parviennent pas à sauver un patient pendant une chirurgie, ou condamner tous les boxeurs qui frappent leurs adversaires. C'est pour cette raison qu'en droit pénal, pour savoir si une personne est responsable, il faut la réunion de deux éléments. D'une part, la culpabilité et d'autre part, l'imputabilité. Commençons par la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que l'on pourrait appeler l'élément matériel de l'infraction. Par exemple, le fait que je lève ma main est un acte matériel. Et une personne est dite coupable si elle a commis un acte matériel qui est interdit par la loi. Mais ce n'est pas encore suffisant pour une condamnation. Ce n'est pas suffisant car on ne s'est pas encore prononcé sur l'imputabilité. Or, si le fait de lever la main n'est pas interdit par la loi, je ne suis pas coupable. Et donc, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'imputabilité. Mais si la loi interdit le seul fait de lever la main, alors je suis coupable, car je n'ai pas respecté la loi, j'ai levé la main. Après qu'on ait jugé de la culpabilité, qu'on ait dit oui, cet homme est coupable, parce qu'il a commis quelque chose contraire à la loi. Dans ce cas-là, on s'interroge ensuite sur l'imputabilité de la faute à la personne. Grosso modo, on cherche à savoir, on cherche à comprendre si la personne a commis cet acte en pleine conscience ou intentionnellement, ou bien elle l'a fait sans le vouloir, et sans être dans un état normal, on parle bien du mental. Si la personne a commis cet acte en pleine conscience et intentionnellement, alors on peut dire que cet acte est imputable à la personne. En effet, elle peut tout à fait comprendre les conséquences de son acte, ce qu'elle risque comme sanction, la procédure qui va advenir par la suite, etc. Mais si cet acte a été commis par une personne qui n'a strictement aucune idée de ce qu'elle a fait, ou soit qu'il ne l'a pas fait d'une manière intentionnelle, comme un accident qui survient malgré toutes les mesures prises, alors on ne peut pas dire que cet acte lui est imputable. Pour bien illustrer mes propos, et à titre d'exemple, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez que vous êtes en train de vous promener dans une forêt et vous apercevez au loin un grand ours. Cet ours vous a remarqué et commence à courir vers vous. Naturellement, votre seule volonté à ce moment, c'est de vous échapper le plus rapidement possible pour sauver votre vie. Après quelques instants de course-poursuite, vous voyez au loin une cabane. Vous êtes tellement content que vous vous dirigez pour être finalement sauvé. Mais les portes étant verrouillées, la seule manière de vous sauver est d'y pénétrer, vous cassez la fenêtre et vous sauvez votre vie. Analysons maintenant cette histoire du point de vue du droit pénal afin de déterminer si oui ou non vous aurez une sanction. Donc pour déterminer notre responsabilité et être sanctionné, il faut nécessairement que l'on soit coupable et que cet acte nous soit imputable. Donc je répète, il faut d'abord être coupable et ensuite il faut que l'acte nous soit imputable. Commençons point par point. Est-ce que le fait de casser la fenêtre d'une maison pour y pénétrer est un acte puni par la loi? Oui, c'est une atteinte au droit de la propriété. Vous êtes rentré dans une maison sans demander l'autorisation aux habitants. Et en plus, vous leur avez causé un dommage en cassant le vitre. Mais est-ce que cet acte vous est imputable? Vous l'avez fait intentionnellement? Non, c'est pour sauver votre vie que vous l'avez fait. Vous n'êtes pas allé casser la fenêtre dans le seul but d'embêter les habitants ou le propriétaire. Donc on peut dire que l'acte n'est pas imputable. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez fait. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le Code pénal prévoit des cas où une personne qui commet un acte puisse être exonérée de sa responsabilité s'il arrive à démontrer une situation. En d'autres termes, la personne qui commet un acte doit avoir la conscience, la volonté et doit comprendre la portée et les conséquences de son acte, etc.
En l'occurrence, dans cette histoire, vous aviez toute votre confiance, c'est vrai. Vous étiez capable de comprendre la portée et les conséquences de votre acte. Oui, mais est-ce que vous aviez vraiment la volonté de commettre tous ces actes? Eh bien non, car vous étiez dans une situation de contrainte. Vous étiez contraint de briser la fenêtre et de pénétrer dans la maison d'une autre personne. Donc vous êtes coupable d'être dans cette situation, mais pas responsable selon le code pénal en raison de la contrainte. Les personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique peuvent ne pas être capables de comprendre ce qui se passe et peuvent ne pas vouloir leurs gestes s'ils étaient dans leur état normal. Alors on dit qu'ils sont incapables d'intention dolosive. Ils ne sont pas capables de juger ce qu'ils font. Dès lors, on ne peut pas leur imputer le crime ou le délit, les rendant irresponsables pénalement et sont donc incessibles à la sanction. Comme l'exemple donné tout à l'heure, la personne qui a cassé la fenêtre l'a fait parce qu'elle n'était pas dans une situation habituelle. On ne peut pas sanctionner une personne qui n'a pas toutes les facultés et options d'une personne dans un état normal. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes psychiques et neuropsychiques, mais on peut se demander si tous les troubles mentaux engendrent une irresponsabilité ou une diminution de celle-ci. D'autre part, on peut aussi se demander s'il y a des degrés de folie ou trouble. S'il y a des cas, par exemple, qui empêchent toute exonération à une sanction ou bien qui engendrent une irresponsabilité totale faisant échapper l'individu à toute poursuite. Il faut savoir que pour la question de l'irresponsabilité pour troubles mentaux, le Code pénal fait une distinction entre la notion d'abolition et la notion d'altération du discernement. L'abolition du discernement, c'est le cas où le trouble mental a complètement aboli la lucidité d'une personne. Mais si elle a suffisamment conscience de ses actes au moment des faits, on parle alors d'altération du discernement. Cela signifie que la personne peut être jugée et condamnée. Elle peut être jugée et condamnée parce que dans l'hypothèse où son discernement est seulement altéré, la personne a quand même conscience de ses actes dont elle est encore le maître. Notre conscience est altérée, par exemple, quand on est sous l'emprise d'un stupéfiant ou autre produit pouvant diminuer notre discernement. Il est alors légitime de se demander quelles seront les conséquences pénales si l'on commet un acte répréhensible en ayant la conscience seulement altérée. Par exemple, en ayant pris de la drogue qui nous a ôté une partie de notre état normal. En 2014, sous le gouvernement Hollande, une loi est entrée en vigueur, la loi Taubira, et plus précisément la loi du 15 août 2014 qui a instauré une diminution d'un tiers systématique de la peine lorsque le discernement de l'auteur est altéré au moment des faits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez commis un crime ou un délit, mais que votre discernement était altéré au moment de l'acte ou de la situation, la loi fait une diminution systématique d'un tiers de la peine. Concrètement, vous êtes un consommateur régulier de stupéfiants et vous avez commis un crime ou un délit, les magistrats vont diminuer votre peine d'un tiers parce que votre discernement était altéré au moment des faits. J'aimerais vous parler plus en détail de cette loi qui donne lieu à un échange de réflexions fondamentales, intenses, implacables et parfois pathétiques. Le cadre factuel est, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, celui d'un meurtre commis le 4 avril 2017 sur une femme de religion juive et en raison de son appartenance à cette religion. L'article 122-1 du Code pénal, dans sa rédaction découlant de la loi du 15 août 2014, dispose dans son premier alinéa que n'est pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Et le second alinéa dispose que demeure punissable la personne atteinte au même moment d'un trouble de même nature, ayant seulement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Cet article est bel et bien le support d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 2021 qui consacre l'irresponsabilité pénale de l'auteur du meurtre commis sous l'emprise établie par expertise d'une bouffée délirante. Oui, bouffée délirante, consécutive à sa consommation importante et régulière de cannabis. Cette décision avait suscité de vives émotions dans la société et le juriste Nicolas Molfessis, professeur de droit privé à l'université Panthéon-Assas, avait intitulé cet article de presse, je cite, « L'évidence de droit ne fait pas la justice des hommes ». En effet, les hauts magistrats qui ont rendu cette décision s'étaient contentés de citer la loi sans donner des motivations, ce qui d'ailleurs n'a pas été accepté par une partie de la société.
L'irresponsabilité pénale ne peut être supprimée, ne doit pas être supprimée en tant que règle, mais ne doit pas aussi être acceptée sans réserve, ni être instrumentalisée. La justice, l'humanisme et les principes fondamentaux les plus élémentaires empêchent sa suppression, puisqu'il interdit à l'évidence de juger les fous, les personnes qui ne contrôlent pas leurs actes, que l'ancien code pénal désigné par le terme de dément. Le point clé pour les juges dans ce genre d'affaires, c'est de demander aux experts psychiatres si l'auteur des faits est bien accessible à une sanction pénale, par les moyens de sa compréhension personnelle, éventuellement éclairée par l'explication ou l'éducation. Si la personne est inaccessible à la peine, alors elle ne peut qu'être irresponsable, comme l'énonce l'article 121-3 du Code pénal. Il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. À l'inverse, on ne peut pas accepter l'irresponsabilité pénale sans réserve. D'ailleurs, elle ne l'est pas. Elle ne peut réunir l'unanimité. Il existe des motifs sérieux pour contester ou rejeter l'irresponsabilité pénale. Il ne faut pas oublier que l'être humain est fait en sorte que lorsque l'on se trouve victime d'un acte, nous éprouvons tous un besoin de sanctionner l'auteur de l'acte. Que ce soit pour ce que l'on nous a fait personnellement, ou pour ce que l'on a fait à nos proches. Nous avons cette volonté de voir l'auteur être sanctionné en guise de vengeance. Cette irresponsabilité ne fait pas l'objet d'un consensus général. Certains le voient comme un permis de tuer et d'autres comme un message de faiblesse. Et l'on peut se poser la question, dont la pertinence n'est pas exclue, de savoir si la perte de discernement ne résulte pas d'une faute imputable à l'agent auquel elle s'applique. Une personne qui prend de la drogue par sa propre volonté n'est-elle pas responsable de l'absence de son discernement? Si l'on admet une diminution de la peine pour altération du discernement en cas de prise de cannabis, l'État n'accorde-t-il pas un permis de tuer aux criminels? En effet, en France, la notion d'irresponsabilité pénale doit être réformée et cette réforme est nationalement souhaitée. Dans l'affaire Lola, Tabia est la principale suspecte du meurtre de Lola et a été mise en examen lundi 17 octobre 2022 pour meurtre de mineurs de moins de 15 ans, aggravé et viol sur mineurs avec acte de torture et de barbarie. Le corps de la jeune fille a été découvert dans une malle à Paris. À l'heure actuelle, les experts psychiatriques continuent afin de déterminer si la suspecte avait ou non toutes ses capacités de discernement au moment du crime. Si les experts psychiatres concluent à un trouble mental ayant complètement aboli son discernement, alors elle sera jugée irresponsable pénalement. Aucun procès ne se tiendra et aucune sanction ne lui sera infligée. La notion de l'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux se rapproche beaucoup du régime de l'irresponsabilité des mineurs. Car le droit pénal des mineurs prévoit que les mineurs de 13 ans soient considérés comme pénalement irresponsables car, du fait de leur âge, on considère que leur discernement est insuffisant pour posséder le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche. Le dément, comme le mineur, n'a ni la conscience ni la volonté de commettre son acte. Le fou ne voit pas la réalité telle qu'une personne normale la voit. Le trouble mental lui fait voir, ressentir, croire ou entendre des choses différentes, complètement dénuées de toute réalité. Elle peut voir un fantôme voulant la tuer, là où en réalité il s'agit d'un enfant qui lui pose une question. Cette question nécessite d'étudier en long et en large la naissance et l'historique de cette notion que nous étudierons dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir vos avis en commentaire. Et surtout, si tu veux en savoir plus sur tes droits, abonne-toi.